Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle saison de débat et de réflexion de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quelle école voulons-nous? C'est la question que l'on va se poser dans notre émission aujourd'hui. Plusieurs des études l'ont démontré, l'enseignement en Belgique est très inégalitaire. Parmi les pays démocratiques et industrialisés, nous sommes tout en bas du classement. On sait que les enfants défavorisés ou issus de l'immigration ont dès leur scolarité moins de chances que les autres. Pire, ils se retrouvent souvent concentrés dans des écoles qui ne les font pas progresser. Comment réduire ces inégalités? Est-ce que les pédagogies actives qui remportent de plus en plus de succès apportent des solutions? Et qu'en est-il du pacte pour un enseignement d'excellence? Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors tout d'abord, Bernard De Vos, donc vous êtes délégué général aux droits de l'enfant et vous avez d'ailleurs participé aux travaux donc, du pacte pour un enseignement d'excellence, on en parlera tout à l'heure. À vos côtés, Nico Hirt, donc vous êtes un tout jeune retraité de l'enseignement, ancien professeur de physique dans le secondaire, et vous avez fondé avec d'autres acteurs de l'école l'APED, donc l'appel pour une école démocratique. Alors, je vais commencer avec vous, Nico Hirt. Vous avez analysé les derniers résultats des études PISA. Alors vous et d'autres, on parlera aussi de cette dernière étude qui a été réalisée au GERM à l'ULB en collaboration avec la Fondation Roi-Baudouin. Alors déjà en deux mots, les études PISA, c'est quoi en fait? Les études PISA, ce sont des études internationales initiées par l'OCDE qui évaluent les performances des élèves à l'âge de 15 ans en mathématiques, en lecture et en sciences. Ces enquêtes existent depuis 17 ans maintenant et tous les 3 ans, c'est ça, on évalue donc ces performances. C'est un outil de comparaison internationale qui permet d'évaluer d'une part les performances des élèves, mais d'autre part aussi des facteurs comme l'équité des systèmes éducatifs. Mais justement, l'équité, ces études ont bien montré qu'en Belgique, on est particulièrement dans un enseignement qui est inéquitable, qui crée des inégalités. Alors, quels sont les facteurs principaux de ces inégalités? Vous nous avez notamment apporté un graphique qu'on va voir à l'écran. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer à l'aide de ce graphique quelles sont les inégalités aujourd'hui? Donc, ce que montre le graphique, ce sont les deux aspects, les deux dimensions en quelque sorte de l'inégalité scolaire si typique de la Belgique et si grave en Belgique. On voit là-bas sur le graphique, les pays européens sont représentés chacun par un point et l'axe vertical, c'est le degré d'équité du système éducatif, c'est-à-dire dans quelle mesure les résultats des élèves sont-ils similaires, quelle que soit l'origine sociale. Donc les pays qui sont en bas sont des pays où l'origine sociale influe très fortement sur leur performance scolaire, alors que les pays qui sont en haut sont des pays dont l'enseignement est beaucoup plus équitable, où les résultats des élèves dépendent peu de leur origine sociale. Et c'est vrai qu'on le voit là sur le graphique, donc on a à la fois la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre, on est tout en bas. C'est ça, on les voit entourés par des cercles. Donc un des pays ou un des systèmes éducatifs qui est le plus bas, c'est celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entouré de rouge là sur le graphique. Et puis il y a l'axe horizontal qui est très intéressant aussi, qui lui mesure le degré de ségrégation sociale. C'est-à-dire, est-ce que les élèves sont scolarisés dans des écoles communes où on retrouve des élèves de toute origine, de toute classe sociale mélangée, ou au contraire, les pays ont-ils tendance à avoir les élèves, en caricaturant un peu, les élèves riches dans des écoles de riches et les élèves pauvres dans des écoles de pauvres. Et on voit de nouveau, si on regarde le graphique, que nos deux systèmes éducatifs belges, entourés donc par les cercles, se trouvent tout à fait à droite sur ce graphique. En d'autres mots, nous sommes non seulement les champions de l'iniquité, mais nous sommes aussi les champions de la ségrégation sociale. Et tout porte à croire, quand on regarde l'ensemble des pays sur le graphique, qu'il y a effectivement une forte corrélation entre ces deux aspects. Et de là, il n'y a qu'un pas à conclure que combattre les inégalités sociales à l'école, ça passe par le combat contre cette ségrégation sociale. Oui. Alors Bernard De Vos, en plus, ce que souvent ces études montrent aussi, c'est que c'est justement dans des écoles où il y a une mixité sociale qu'on a des meilleures performances. C'est-à-dire que chacun peut se stimuler et qu'on a des meilleures performances. Oui, ceux qui défendent le maintien du statu quo nient évidemment cette réalité, mais de nombreuses études mettent en évidence que lorsque des élèves plus forts sont en contact avec des plus jeunes et qu'ils peuvent travailler
travailler ensemble, non seulement les plus jeunes, les plus faibles sont tirés vers le haut, mais les plus forts augmentent encore leur performance. Et donc, le système est win-win pour tout le monde. Donc, l'idée de dire que sortir de cette logique de ghetto, un ghetto de riches d'un côté, ghetto de pauvres, est un système qui va maintenir, entre guillemets, le niveau d'études relativement élevé, parce que notre système n'est pas forcément mauvais, puisque certains de nos élèves qui sont dans les écoles les plus privilégiées ont des résultats aux enquêtes PISA qui sont supérieurs aux élèves des pays phares en matière d'enseignement, alors que nos cancres, entre guillemets, ont des résultats très dramatiques. Et donc, l'idée de mixer le tout ensemble, tous ces élèves ensemble, tous ces enfants ensemble, non seulement au niveau scolaire, on voit bien que ça a des effets très bénéfiques, mais on peut aussi quand même mentionner la question sociale, la question sociétale. Des élèves qui sont scolarisés ensemble ont forcément des relations plus proches que des élèves qui se croisent finalement dans les grandes villes, dans les métros, dans certains, et surtout qui n'habitent pas toujours des mêmes quartiers non plus. Oui, c'est ça. Nico Hirt, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'on entend souvent dire que combattre la ségrégation et combattre l'inégalité, ça va conduire à du nivellement par le bas. Or, ce que montrent les statistiques internationales, c'est exactement le contraire. Les pays qui ont plus d'équité et moins de ségrégation sociale ont aussi statistiquement des performances moyennes et même des performances pour les élèves le décile le plus performant qui sont meilleures et en tout cas pas moins bonnes que dans les pays qui pratiquent cette ségrégation. Donc c'est un argument totalement irrecevable. La science est très claire là-dessus. L'équité engendre de meilleures performances moyennes et pas le contraire. Oui, c'est ça. Et alors, pour revenir sur cette étude aussi de l'ULB en collaboration avec la Fondation Roi-Baudouin, ce qu'il disait, c'est vrai que non seulement il y a cette ségrégation sociale, mais ces élèves défavorisés économiquement ou issus de l'immigration se retrouvent souvent concentrés effectivement dans des écoles qui ne les font pas progresser. Donc, eux, par contre, n'arrivent pas à progresser. Il n'y a pas cet ascenseur social finalement dont on parle beaucoup. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire qu'on n'a pas injecté des moyens relativement importants pour tenter de faire progresser les écoles qui étaient le plus en difficulté et offrir un cadre d'enseignement de bonne qualité pour tous les élèves. Ce qui est paradoxal, c'est que plus on injecte des moyens dans des écoles ghetto, entre guillemets, sans assurer la transformation de ces écoles ghetto en écoles mixtes socialement, plus on les stigmatise. Et donc, il y a un effet paradoxal de soutenir avec des moyens financiers importants des écoles pour faire en sorte qu'elles s'améliorent et qu'elles améliorent leur qualité d'enseignement. Et donc, effectivement, paradoxalement, ça les renfonce encore en augmentant la stigmatisation. Donc, ce qu'il faudrait faire, effectivement, c'est investir dans ces écoles-là, mais en faisant en sorte, alors là, toutes les idées sont bonnes à prendre, en faisant en sorte d'assurer plus de mixité sociale, en même temps. Oui. Oui. Alors, Nico Hirt, juste une petite réaction. Oui, sur cette question de mixité sociale, les études, comme l'étude PISA, permettent d'aller beaucoup plus loin. Elles permettent d'identifier quels sont les facteurs. En termes d'organisation, de structuration de notre système éducatif, quels sont les facteurs qui génèrent de la ségrégation sociale et qui donc aussi génèrent de l'inégalité. Alors, on en a identifié essentiellement 4, et l'étude récente de la Fondation Roi-Baudouin va exactement dans le même sens que nos propres études et d'autres études qui datent déjà d'il y a 10, 15, 20 ans. Le premier, une des grandes caractéristiques de l'enseignement belge, c'est le libre marché scolaire. Ouais, on est sur un quasi-marché scolaire. Un véritable quasi-marché scolaire, c'est-à-dire qu'il y a liberté de l'offre d'école, avec la liberté des réseaux, et même un système de réseaux très polarisé, avec 2 réseaux extrêmement puissants et qui sont en concurrence entre eux. Liberté de choix de l'école dans le chef des parents, c'est même plus qu'une liberté, c'est une obligation de choix, alors que dans la très grande majorité des pays, au moins on commence par proposer un établissement scolaire aux parents, et puis on leur laisse la liberté d'accepter ou de refuser. Mais chez nous, ce sont les parents qui doivent faire le premier pas et choisir une école. Ils sont obligés d'aller faire la queue quelque part pour trouver une place. Donc cette liberté de choix, ce libre marché scolaire, on a pu identifier qu'il est à lui seul responsable de 45% des différences entre les pays européens en matière de démocratisation de l'enseignement. 45%, c'est gigantesque. Quand on sait que dans le pacte pour un enseignement d'excellence, cet aspect-là n'est pas du tout pris en compte. Donc là, on est déjà sur une autre discussion. La question des réseaux a été totalement exclue et on considérait que je sais qu'on tabou, reviendra sur le pacte après, mais j'identifie rapidement les 3 autres facteurs. C'est la précocité
de la première orientation hiérarchisante qui, chez nous, tout de même, se fait théoriquement à l'âge de 13-14 ans, mais en pratique, à 12 ans, on entre dans une école d'enseignement général ou d'enseignement technique ou d'enseignement professionnel. Donc, en pratique, chez nous, c'est à 12 ans, alors que dans d'autres pays, c'est 15 ans, 16 ans, le premier seuil d'orientation. Le troisième facteur, c'est la pratique intensive du redoublement. Là aussi, nous sommes les champions du monde dans la pratique du redoublement. Et il faut ajouter que ce sont les enfants des classes populaires qui sont les premières victimes de ce redoublement. Et le quatrième facteur, c'est le financement de l'enseignement fondamental. L'enseignement maternel et les premières années de l'enseignement primaire, le nombre d'élèves par classe, nous ne sommes pas loin au-dessus de la moyenne, mais nous ne sommes pas dans les bons élèves non plus à ce niveau-là. Alors on reviendra sur certains points quand on parlera du pacte tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu justement quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution aux problèmes qu'on a identifiés. Alors on a réalisé un petit reportage dans une école qui a ouvert cette année, une école qui a ouvert à Molenbeek. Donc c'est une école à pédagogie active qui dépend d'un pouvoir organisateur pluriel. Donc il a ouvert deux écoles, ce pouvoir organisateur, une dans le quartier Karreveld à Molenbeek et une dans le quartier maritime. C'est là donc qu'on s'est rendu. Je vous propose de découvrir ce reportage et on en discute juste après. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, d'accord, je le garde. Ça va, bienvenue. Ok. Alors à la base, c'est un groupe d'enseignants, enseignants de différentes matières, de différents projets pédagogiques, de différents réseaux même, qui trouvent que l'école doit un petit peu changer, qui se rendent compte que les élèves qu'ils ont au quotidien sont beaucoup plus heureux quand ils sont mis dans des projets, qu'ils sont beaucoup plus épanouis quand on leur offre des espaces de discussion et qui finalement trouvent du sens à l'école et donc apprennent avec plaisir quand justement ce qu'ils apprennent n'est pas déconnecté de l'actualité, de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, au menu aujourd'hui pour les élèves, c'est la découverte du quartier. Mais effectivement, on a une ville qui est divisée en... Elle est divisée en quoi, la ville? En plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Ces morceaux s'appellent des communes. Et les communes sont elles-mêmes divisées en... Plusieurs quartiers. D'accord, donc il y a des quartiers très différents dans une même commune. Le quartier maritime, c'est pas encore la même chose que, par exemple, ce qu'on trouve du côté du Skutbos, par exemple. D'accord? Ça va? C'est des quartiers très différents. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à la rencontre de notre quartier. On va pas se balader dans tout Molenbeek, c'est très grand Molenbeek. C'est vraiment notre quartier. Je sais bien. Vous avez ça en tête? On essaie de faire une petite définition dans le cahier de notes avant de se mettre en route vraiment? Non. Une définition commune? Elle est avec vous? C'est le matin, hein. C'est dur. C'est vrai, c'est matin. C'était bien. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est Molenbeek, c'est à côté de Chaussée de Matin. Où est ton plan? Ah, super. Mais madame, on connaît, mais c'est Motis, on prend taxi. Mais madame, c'est exagéré. Ça n'a pas d'intérêt. C'est dans toutes les rues. Alors, ce qu'on pourrait faire une prochaine fois, c'est une excursion à vélo, mais pas aujourd'hui. Mais on marche dans toutes les rues. Mais ça, c'est une chouette idée à proposer. En fait, ça a dit qu'on n'allait pas visiter tout notre quartier, mais en fait, on visite tout le district. C'est vrai qu'à Bruxelles, les écoles à pédagogie active ont longtemps été situées dans le sud de Bruxelles et dans des quartiers qui étaient plutôt très aisés. Mais on va dire que c'est plutôt une torsion de l'histoire. Quand on regarde un petit peu à l'origine, ces pédagogies-là, que ce soit Freinet ou De Crolly, ont été pensées pour des enfants plutôt fragilisés. Donc j'ai envie de dire, quand on nous pose cette question, qu'en fait, nous, on revient aux sources d'une pédagogie qui a été pensée pour l'émancipation des enfants qui étaient issus des milieux plus modestes et plus populaires. Et puis, on manquait de place dans ces quartiers aussi. Donc ouvrir une école, que ce soit à pédagogie active ou pas, c'était fondamental. Et à pédagogie active, je pense que ça délivre une parole et ça crée des espaces de parole pour des enfants qui en ont franchement besoin. Originalité du projet, il dépend d'un tout nouveau pouvoir organisateur pluriel, composé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des communes de Molenbeek et Berchem-Sainte-Agathe, de l'ULB et du collectif de départ, l'école Ensemble. L'école garde ainsi sa liberté pédagogique, mais ce n'est pas là le seul avantage. Le partenariat nous permet de créer ce projet dans l'enseignement officiel, c'est-à-dire de ne pas devoir demander un coup de pouce financier aux parents. On sait tout de suite que ça, dans notre projet, vu les quartiers qu'on vise, c'est pas possible. On sait qu'on exclurait d'office une partie du public, et comme notre but c'est la mixité sociale, il est hors de question qu'avoir les moyens soit une condition pour rentrer dans nos projets.
Alors Bernard de Vos, je voulais vous faire réagir par rapport à ce reportage, par rapport à cette école où clairement au départ ici le projet c'est cette mixité. On veut une mixité au départ, maintenant il faut encore que les parents y répondent. On voit qu'il y a quand même une certaine mixité dans ces premières années, donc il y a 5 classes qui ont été ouvertes dans cette école secondaire maritime. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre de projet? Il y a plein de trucs sympas, hein. Donc la mixité évidemment, donc on le dit dans le reportage, c'est rendre finalement aux enfants des classes populaires des pédagogies qui ont été inventées pour eux et qui ont été raptées par des classes sociales plus aisées. Donc ça c'est le premier point très sympa. Alors la mixité elle va loin aussi, un PO très très varié, et ça c'est aussi quand même, ça ne se vit pas tous les jours à l'école, mais un PO aussi original que ça, c'est vraiment génial parce que ça rompt avec la logique classique des réseaux, etc. Et donc il faut quand même et en plus cette volonté de vouloir aussi être dans le public pour assurer cette gratuité. Tout à fait. Et alors en plus il faut quand même se dire que certaines institutions culturelles ont déjà pris ce modèle-là. Et donc c'était un coup de génie d'avoir dit effectivement on peut très bien créer des écoles sur ce modèle-là. Ça a l'air de marcher, donc ça c'est quelque chose de très chouette. Et puis à côté de ça, ça rompt avec un enseignement, je veux dire, classique, qui a fait son temps. Il y a beaucoup plus de participation des enfants qui est là comme une valeur en elle-même. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, pratiquement tous les contenus scolaires sont disponibles en 2 coups de clic sur Internet. Et donc forcément, ce qui est très très intéressant pour moi, c'est qu'on essaye de rentrer dans des logiques d'exercice de l'autorité très différentes. L'autorité des maîtres qui reposait sur le fait qu'il était détenteur du savoir, elle change. Et aujourd'hui, la manière de faire autorité dans les écoles doit changer. Parce que indépendamment de la qualité, entre guillemets, du contenu des programmes et de la manière dont il est assimilé par les élèves, ce qui met beaucoup d'enfants en difficulté, c'est l'exercice beaucoup trop classique de l'autorité. Alors que partout dans la société, l'exercice de l'autorité a changé, évolué avec l'évolution de la société. À l'école, il faut dire les choses comme elles sont, c'est encore très très classique et beaucoup d'enfants sont en difficulté avec ça. Donc je trouve évidemment plein de points très très sympas dans ce type d'initiative. On parle de plus en plus des pédagogies actives. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été créées, qui seront créées très prochainement sur ce modèle de pédagogie active. Comment du coup expliquer que ce modèle n'est pas plus répandu? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus la parole aux élèves dans les autres écoles? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un modèle qui est généralisé finalement? Mais je pense qu'il faut d'abord souligner qu'il n'existe pas une sorte de pédagogie active. Ça, il y en a de très bonnes et il y en a de très mauvaises aussi. Moi, je ne suis pas un fan de la pédagogie active pour la pédagogie active. Une pédagogie active qui consiste à rendre l'élève acteur de la reconstruction du savoir, c'est une bonne pédagogie active. Une pédagogie active qui consiste à faire de l'occupationnel avec les enfants pour les amuser, les occuper, mais à travers laquelle il n'y a pas de réels apprentissages qui se font, ce n'est pas de la bonne pédagogie active. Donc ça, c'est un premier point et je tiens à le souligner parce qu'il y a une espèce de mode aujourd'hui pour la pédagogie active, mais cette mode ne se traduit pas toujours par de bonnes pédagogies. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ici, j'ai l'impression que c'est de la très bonne pédagogie active dans ce qu'on a vu. Pour autant en tout cas, il y a un encadrement. Oui, et c'est vrai qu'il y a un suivi, il y a un suivi individuel des enfants avec une partie vraiment de connaissances, d'apprentissage, et puis une partie plus individuelle où chaque enfant va travailler lui-même individuellement. Mais le deuxième point, c'est que s'il y a de bonnes pédagogies, il faudrait les mettre à la disposition de tous. Il n'y a pas de raison qu'elles soient à la disposition seulement de ceux dont les parents ont la chance de savoir que dans tel établissement scolaire, on fait des bonnes pédagogies. Donc, moi, je trouve que les écoles qui expérimentent ce type de pédagogie, elles ont le mérite certain d'être en quelque sorte des phares qui éclairent la voie pédagogique dans laquelle il faudrait qu'on aille, mais si ça devient, dans le cadre de notre marché scolaire dont nous parlions tout à l'heure, un moyen d'attirer des élèves et donc de mener cette concurrence entre écoles, alors je dis attention, parce qu'au nom de préceptes pédagogiques qui sont tout à fait louables, on est en train de jouer dans un jeu qui est celui du marché scolaire, de la concurrence, et on sait que dans ce jeu-là, il y a des gagnants, ceux peut-être qui iront dans ces écoles-là, mais il y aura des perdants aussi. Donc ça, c'est le point sur lequel je dis il faut tout de même être prudent. Voilà. Bernard de Vos, peut-être juste encore un point là-dessus. La directrice de cette école nous disait, nous évidemment ce qui est plus facile c'est qu'on a créé tout de A à Z, c'est un nouveau projet, donc voilà, on a une nouvelle équipe pédagogique qui est motivée, un projet qui est motivant. Mais est-ce que ça montre aussi que du coup des écoles qui existent depuis longtemps ont du mal à se réformer? Est-ce que ça montre que l'école de façon générale a du mal à se réformer? Oui, c'est clair que l'école a beaucoup de mal à se réformer et que, comme elle le dit, c'est plus facile effectivement de partir de rien. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire, et je rejoins assez
assez Nico dans ce qu'il vient de dire sur la capacité finalement de ces écoles de jouer effectivement phare, ça c'est certain, tout le monde se tourne, mais arriver à dupliquer et à copier entre guillemets, c'est extrêmement compliqué parce que ces initiatives, aussi louables soient-elles, tiennent souvent à un petit nombre de personnes très engagées, très militantes. Et arriver à faire en sorte que ces modèles percolent pour faire en sorte qu'ils soient disponibles à tout le monde, c'est compliqué. C'est pour la raison pour laquelle moi je me suis engagé avec mon institution dans un projet qui s'appelle l'école de tous, où on essaie justement de créer un modèle, entre guillemets, qui peut être utilisé par des écoles lambda, avec un personnel lambda, entre guillemets, moyen, et qui permet justement d'arriver à utiliser ces nouvelles pédagogies, ces nouvelles formes d'apprentissage, dans un cadre, je vais dire, qui n'est pas terriblement exceptionnel. Parce que sinon, effectivement, on risque de renforcer le marché scolaire en disant cette école-là est tout à fait spécifique, offre un enseignement très très original, et je vais mettre mon enfant là-bas. Et donc là, effectivement, c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Enfin, n'empêche que, disons les choses comme elles sont, c'est quand même génial que même à petite échelle, des militants se disent ok, on y va, avec des parents motivés, avec une série de personnes, parce que ça donne quand même de l'air à notre enseignement et qui en a bien besoin. Puis effectivement, juste encore peut-être une précision par rapport à ça, c'est aussi par rapport aux enseignants. Là, donc, on a une vraie équipe de coordinateurs pédagogiques, coordinatrices en l'occurrence, qui accompagnent les enseignants aussi, parce qu'il faut aussi les former à ce type de pédagogie, à ce type de suivi. Et donc, ça rappelle aussi l'importance de l'encadrement dont on parlait tout à l'heure, Nico Hirt. Non, je voudrais juste ajouter ceci, c'est que malgré tout le mérite de ce type d'initiative, ce qui serait dommage, c'est que sa mise en évidence nuise à la prise de conscience des mécanismes responsables de l'inégalité scolaire. J'ai identifié tout à l'heure 4 mécanismes. Eh bien, ces 4 mécanismes expliquent à peu près les 2/3 de notre mauvaise situation en termes d'équité. Donc, on peut imaginer les meilleures pédagogies au monde si on ne les met pas en œuvre dans un cadre structurel profondément transformé. Alors je pense qu'on va courir droit dans un mur. Simplement dire que certaines écoles publiques, entre guillemets, arrivent à faire de la mise en pratique de ce type de pédagogie. La ville de Liège, notamment, gère une série d'écoles de type Freinet, avec une formation particulière, pour les enseignants qui s'y destinent, pour faire en sorte, effectivement, qu'ils soient les plus adéquats. Donc, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement, la majorité de ces projets viennent de l'initiative privée et d'un groupe de militants, mais il existe quand même des pouvoirs publics qui, effectivement, ont compris l'importance de ce type de stratégie pédagogique et l'ont installé, j'ai envie de dire, dans leur environnement. La ville de Liège, par exemple, est un bon exemple en la matière. Et c'est vrai qu'ici, ça vient au départ de militants, mais qui ont réussi à quand même trouver du soutien des pouvoirs publics, puisque les communes et la Fédération Wallonie-Bruxelles les encadrent aussi. Alors, je voudrais revenir du coup à ma question de départ, qui était quelle école voulons-nous ? Finalement, à quoi, pour vous, doit vraiment servir l'école ? Peut-être Nico Hirt d'abord. Quelles sont les missions de l'école ? Oui, mais cette question est évidemment cruciale, parce qu'on a parlé d'iniquité, de ségrégation sociale. On pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ? Est-ce que c'est grave qu'il y ait des inégalités dans l'enseignement ? Et la réponse, c'est grave ou c'est pas grave, dépendra de ce qu'on attend, de ce que doit faire l'école, de quelle mission l'école doit remplir. Alors, en gros, moi je pense qu'on peut distinguer 3 visions sur l'école. Il y a une vision, je dirais, individualiste des missions de l'école. L'école doit rendre l'enfant heureux, doit lui permettre d'accéder à un emploi valorisant, etc. Je ne crois pas trop à ça, parce que le concept de bonheur est un concept tellement vague que je ne suis pas sûr qu'on puisse identifier les facteurs générateurs de bonheur dans l'école. Et puis, la réussite individuelle, sociale, elle dépend malheureusement très peu de l'école et beaucoup plus du compte en banque du papa ou de la maman de l'élève. Par contre, il y a des missions sociétales aussi. Et là, il y a 2 visions contradictoires. Il y a ceux qui considèrent que l'école est d'abord un instrument au service du développement économique et social. C'est la vision de l'OCDE, c'est la vision de la Commission européenne, c'est la vision, je crois, très largement dominante aujourd'hui dans notre société. Qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans le pacte, même si l'impact pour l'enseignement d'excellence. En partie dans le pacte, mais on retrouve aussi la première que j'ai évoquée, et on retrouve même dans le pacte cette 3e que je vais évoquer maintenant, qui est la mienne, qui est de dire, mais non, l'école doit d'abord être un instrument qui institue un citoyen porteurs ou capables de vivre dans une société démocratique. On peut débattre sur la question de savoir si nos sociétés sont ou ne sont pas, ou sont plus ou moins démocratiques, si les institutions le sont, si la démocratie a un champ d'action suffisamment large, etc. Mais il y a une question qui est claire, c'est que
si l'on veut réellement une démocratie, ça implique que tous les citoyens soient également capables de juger des grands problèmes et des grands débats démocratiques. Et là, on est très loin du compte. Il y a un champ énorme de questions. Pensez au réchauffement climatique, pensez aux inégalités sociales, aux inégalités nord-sud, aux problèmes de développement, etc., qui nécessitent des connaissances historiques, économiques, technologiques également, qui font largement défaut à la très grande majorité des jeunes qui sortent aujourd'hui du système éducatif. Et là, pour moi, ça, c'est un véritable enjeu d'équité. Ne pas réaliser l'équité dans l'accès au savoir, c'est produire une société dans laquelle certains sont capables de comprendre le monde et d'autres ne sont pas capables. Et donc, on laisse le pouvoir entre les mains de la minorité qui sait. Mais Bernard De Vos, donc vous qui avez travaillé qui avez collaboré aux travaux du Pacte pour l'enseignement d'excellence, il y a quand même certaines choses qui ont été gardées, par exemple l'allongement du tronc commun jusqu'à 15 ans, donc la fin de la 3e secondaire. Donc, par exemple, ça, est-ce que c'est une piste qui pour vous est une bonne piste pour l'école de demain? C'est une piste pour moi indispensable. Disons les choses comme elles sont. J'entends que certains le remettent encore en question. C'est évident, et Nicolas dit dès le début de cet entretien, le choix précoce d'orientation, c'est sans doute un des pires défauts de notre système. Et alors, quand on a parlé ici du choix précoce, notamment dans l'enseignement secondaire, il ne faut quand même pas oublier, et c'est un problème qui fait polémique, mais c'est une réalité pour moi incontournable, certains enfants n'attendent pas d'être en secondaire pour être orientés dans des filières qui sont des filières qui devraient être des filières d'exception, mais qui sont devenues des filières de relégation. Et je vais parler notamment pour l'enseignement primaire, de l'enseignement spécialisé, qui est de très bonne qualité, mais dans lesquels se retrouvent aujourd'hui un nombre vraiment trop important d'enfants qui ne souffrent d'aucun handicap, qui ont simplement un retard culturel lié à leur milieu d'origine, que l'école ordinaire devrait compenser, mais qu'on n'arrive pas à compenser. Donc on a des carrières scolaires qui sont quand même solidement déglinguées parce que le nombre d'enfants qui réussissent, notamment le CEB, dans l'enseignement spécialisé est très très limité. Et donc là, il y a vraiment un souci. Alors clairement, moi j'entendais une parlementaire qui mettait en doute le fait qu'il fallait regarder les enfants dans un tronc commun jusqu'à 15 ans, disant certains enfants à 12 ans ont déjà fait leur choix, savent déjà ce qu'il en est. Mais c'est complètement absurde d'imaginer qu'un gamin, une gamine de 12 ans, c'est exactement le métier qu'il a envie d'exercer. Ce qu'il faut faire, c'est développer les différentes formes d'intelligence le plus tard possible, faire en sorte qu'on ne soit pas... Évidemment, si on se base sur ce qui existe aujourd'hui, on peut se dire évidemment que c'est dur de maintenir des enfants qui ont un attrait pour la technologie, la technique, dans un enseignement aussi classique et aussi intellectuellement borné, j'ai envie de dire, que celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on arrive à avoir un enseignement vraiment polytechnique, artistique, culturel et sportif, et offrir vraiment un tronc commun varié à tout le monde, évidemment, il faut aller le plus loin possible. Ouais, en tout cas, maintenir ce tronc commun. Peut-être une toute dernière réaction, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Mais... Oui, moi je suis d'accord qu'il faut prolonger le tronc commun, mais la prolongation du tronc commun, si on veut qu'elle réussisse, elle implique de transformer des choses au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école maternelle, pour que les élèves arrivent à l'âge de 12-13 ans avec moins de différenciation. Ça implique par exemple que le décret inscription, il faut le transformer et l'appliquer dès l'école maternelle, dès l'école primaire, parce que c'est là que se creusent les inégalités. Oui. Alors c'est clair qu'évidemment, le décret d'inscription, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on parle au niveau politique de le réformer, donc ce sera l'occasion justement de revoir peut-être un débat sur cette question du quasi-marché scolaire, cette liberté des parents entre liberté, mixité, c'est toujours toute la question. Mais en tout cas, donc Nico Hirt, Bernard De Vos, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vais juste donner votre site internet à chacun avant de se quitter. Donc Bernard De Vos, le site du délégué général aux droits de l'enfant, c'est www.dgde.cfwb.be. Pas très facile à retenir. Non, c'était un grand débat avec la communauté française. Et Nico Hirt, donc le site de l'appel pour une école démocratique, donc écoledémocratique.org. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.